Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Vous connaissez Jack Sparrow et le capitaine Crochet, vous connaissez ces pirates des Caraïbes, ces corsaires, boucaniers, flibustiers qui ont terrorisé les mers. Et puis aujourd'hui, vous allez découvrir les nôtres, parce qu'on en avait. Et pour nous en parler aujourd'hui, je suis avec Leïla Mziane, qui est historienne à l'université Hassan II. Bienvenue, Leïla Mziane. Marhaba. Alors, parlez-nous de ces pirates, s'il vous plaît. Alors, d'abord, ils n'étaient pas des pirates, c'était des corsaires. Donc, quand on parle des marins marocains, ou ce qu'on appelle les entrepreneurs de la violence, dans cette période de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire à l'époque moderne, c'était des corsaires. Pourquoi ? Parce que les corsaires marocains étaient, en l'occurrence, ceux de Salé, parce que c'est les plus connus, c'était des marins qui détenaient une lettre, ou ce qu'on appelle ijaza ou bara'a, remise par les autorités locales. Donc, ils ne pouvaient pas prendre la mer sans avoir entre les mains ce type de document qui s'appelle, comme je dis, un laissez-passer, un passeport ijaza ou bara'a. Donc, ce qui fait la différence entre un pirate et un corsaire, c'est que le premier est à son compte, voilà. Alors que le deuxième a une sorte de mercenaire. On peut un mercenaire. Non, c'est pas un mercenaire, c'est un marin qui travaille sous la houlette de l'État. D'accord. Alors que le pirate, c'est un bandit de grand chemin qui travaille pour son propre compte. Et il y en avait aussi au Maroc à l'époque, mais pas dans le cas des corsaires salétains qui étaient avant tout et surtout des corsaires. Donc on parle bien de corsaires de Salé. Qarasina bil-lugha al-arabiyya. D'accord. À quelle période ont-ils connu leur apogée, ces gens-là ? Alors, leur période de gloire, c'était la première moitié du XVIIe siècle. C'est la période d'or de la guerre de course au Maroc, en l'occurrence sur le littoral atlantique, à Salé. Autre confusion majeure, c'est Salé. Quand on parle de Salé, le toponyme de Salé pose problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Salé, on se réfère à Salé le Vieux, qui est le Sla actuel. Alors que les pionniers de la guerre de course étaient de Salé, mais c'est Salé le Neuf, c'est le Rabat d'aujourd'hui, la capitale du Maroc. Donc ce quiproquo toponymique posait des problèmes depuis le début, même à la fin du XVIe siècle. Il suffit de voir les cartes de l'époque, les portulans de l'époque qui connaissaient pas le terrain et donc qui entraient dans cette confusion et qui s'est maintenue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de corsaires de Salé, la période d'apogée, quand Salé est devenu le grand boulevard de la course, on se réfère à Rabat. Salé le Neuf, c'est-à-dire le Rabat d'aujourd'hui. Ceci dit, le Salé le Vieux, le Salé d'aujourd'hui, lui aussi, il s'est associé à la guerre de course, mais tardivement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nous autres novices, qu'est-ce qu'une guerre de course ? La guerre de course, c'est une guerre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre légitime. Toutes les grandes nations s'adonnaient à ce type de violence sur mer et s'attaquaient à des navires ennemis de l'État, c'est-à-dire des États avec qui leur propre entité n'a pas signé de traité de paix et de commerce. C'est le cas du XVIIe siècle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le siècle par excellence de la course, pas seulement sur les côtes marocaines, mais dans tout le Maghreb et en Méditerranée, et même en Atlantique. Les grands ports corsaires de l'époque, Saint-Malo, Dunkerque, La Rochelle. Il y avait énormément, Malte, La Valette, en l'occurrence, Tunis, Alger, Tripoli, c'était la guerre par excellence. Et c'était une guerre légitime pour l'époque. Alors, on va juste placer le contexte. Là, oui. On est au début du XVIIe siècle. Dans le cas de Salé, oui. Ces gens, ces corsaires salétains, j'ai lu quelque part que c'était beaucoup des gens qui revenaient d'Andalousie. Est-ce vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai. On va parler du contexte, parce que ça, c'est très, très important pour comprendre le pourquoi de la course. Effectivement, la course a toujours existé sur les rives du Bourgreg, que ce soit à Salé le Vieux, voire à Salé le Neuf, depuis le Moyen-Âge. C'est une guerre qui a toujours existé, cette guerre sur mer. Ceci dit, à la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, plusieurs événements ont précipité la renaissance de cette guerre sur mer, de cette guerre de course. Alors, le premier élément important, c'est que le Maroc, après une période d'essor économique, politique, social à l'époque du sultan Ahmed al-Mansour,
le Maroc va connaître une guerre civile importante entre les fils respectifs du sultan Ahmed al-Mansour. C'est-à-dire, après sa mort en 1603, le Maroc va connaître une guerre civile qui va se prolonger pendant longtemps jusqu'à l'arrivée des Alaouites, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans cette guerre civile, on voit la création de nouveaux États ou de nouvelles entités politiques un peu partout au Maroc. À Salé, à Chaoun avec les Banu Rachid, à Tétouan avec les Bani el-Mandari. Donc plusieurs petites créations étatiques se mettent en place. Donc cette guerre civile, évidemment, va favoriser l'apparition de la course. Parce que la course, pour qu'elle existe, pour qu'elle connaisse un essor, il faut qu'elle soit indépendante plus ou moins d'un État fort. À partir de là, donc il y a cette donnée qui me paraît tout à fait intéressante. Il y a aussi ce qu'on appelle, je dirais, la déstabilisation du commerce saharien. On connaît tous. Fin 15e, début 16e siècle, les Européens, les Ibériques en l'occurrence, vont conquérir le monde. Ils vont donner naissance à de nouvelles routes maritimes. C'est le triomphe de la caravelle sur la caravane. Donc le commerce saharien marocain va connaître des problèmes. Un dérèglement qui va favoriser la naissance de nouveaux ports extrêmement actifs. Certes, le Maroc va connaître une prolongation de la reconquista espagnole tout au long du littoral marocain. Ils avaient pris plusieurs ports, que ce soit les Portugais d'abord, avec la prise de Ceuta en 1415, mais aussi de Melilla par les Espagnols en 1497. Et tout au long, pratiquement tous les ports marocains vont être conquis par les Portugais ou les Espagnols dans le nord. Alors, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, le Maroc va libérer plusieurs ports. Donc, cette libération de ports va donner une nouvelle naissance aux activités maritimes. D'accord. En l'occurrence, à Salé, mais aussi dans plusieurs ports des deux façades. Donc, première raison, un Maroc un peu morcelé. Voilà. Deuxième raison. L'effritement politique du pays. Deuxième raison, des ports qu'on récupère. Donc, il faut bien faire quelque chose. Effectivement, donc une renaissance des ports. Et puis, l'autre point, c'est le Maroc va connaître une mobilité extrême. C'est-à-dire, le Maroc va recevoir des vagues d'immigration venues de l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est les fameux morisques, ou ce qu'on appelle en arabe l'Andalousiyoun. Avec la promulgation des édits d'expulsion qui va commencer, comme vous le savez, depuis la chute de Grenade en 1492. Donc plusieurs édits d'expulsion vont être promulgués. Mais l'édit d'expulsion qui va définitivement chasser les musulmans, et pas seulement les musulmans, même les morisques. Par morisques, on entend les musulmans qui ont été christianisés tout au long du XVIe siècle et début du XVIIe siècle. Même les morisques, soi-disant, les convertis qui avaient des origines musulmanes sont appelés à quitter le territoire espagnol avec la promulgation du décret du 24 avril 1609. Donc tous les musulmans ou les musulmans christianisés sont appelés à quitter le territoire espagnol. Donc ça fait un afflux de population? Non, pas de population, c'est 1 demi-million de musulmans qui vont quitter le territoire ibérique entre Espagne et Portugal et qui vont être disséminés dans tout le pourtour méditerranéen, de l'Empire turc, Maghreb, donc Tunis, Alger, le Maroc. Donc 500 000 personnes. Les Canaries. 500 000 personnes à l'échelle de la population de l'époque, c'est une proportion énorme. Énorme. Donc ça va changer vraiment la structure de notre société. Effectivement, en l'occurrence, certaines villes comme Tétouan, Chaoun, une ville andalouse, la ville andalouse par excellence. Et puis Rabat, d'après l'historien canarien Alberto Anaya, Rabat va recevoir 13 000 morisques, musulmans, enfin andalous d'une manière générale. 3 000 extrémeignes, ceux qui ont quitté le village d'Hornachos, et puis par la suite 10 000 andalous, ceux qui étaient vraiment les véritables victimes des édits d'expulsion, vont s'installer au Maroc, en l'occurrence sur les côtes marocaines à Salé. Salé-le-Neuf, c'est-à-dire Rabat. Est-ce qu'ils deviennent des pirates, ces gens-là? Ce sont ces gens, parce qu'ils ont été chassés de leur terre natale. Donc ils en veulent à l'Espagne un peu? Justement, d'abord à l'Espagne, mais par la suite à l'Europe tout entière. D'accord. Donc, ils ont car des les comptes à bénéfices, non, parce que les bénéfices étaient plus importants. Et je pense que c'est des marins, vu qu'ils viennent de la côte espagnole. Alors, c'est ça? donc on a deux types d'intervenants dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat sur mer. On a dit. J'aime bien comment vous le dites, l'entrepreneuriat sur mer. Non, c'est les historiens, les spécialistes qui parlent de ce type. On a l'impression que c'est des startups. Pour l'époque, je n'en doute pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, les pionniers, c'était des hornacheros,
Qui sont ces hornacheros? C'est les véritables acteurs de la guerre de course. Les hornacheros sont originaires d'Hornachos. C'est un petit village situé en Estrémadure, dans le sud-ouest espagnol, à la frontière portugaise. C'est à côté de Badajoz. C'est au nord de Cadiz et au nord de Jerez de la Frontera. Alors, ces hornacheros, ces habitants d'Hornachos, étaient des musulmans. Ils s'étaient pas convertis. Moyennant le paiement d'un tribut au roi d'Espagne à l'époque, qui est le fameux Philippe II. Il payait 30 000 ducats et il les laissait tranquilles. Déjà là-bas, ils se constituaient en une sorte de république. Ils se réunissaient dans une grotte. Ils avaient leur conseil d'État dans une grotte. Et ils avaient gardé les coutumes musulmanes. Et là, je vous donne une référence qui est tout à fait intéressante d'un autre corsaire qui a écrit ses mémoires. C'est Alonso de Contreras. Et qui raconte l'organisation politique et institutionnelle de ces hornacheros chez eux à Hornachos. Donc, une fois qu'ils sont partis d'Espagne, ils s'installent à Rabat, à Salé, qu'ils vont appeler le Neuf, ils vont essayer de reprendre la même structure politique qu'ils avaient chez eux à Hornachos, en Estrémadure. Donc ça, dans un premier temps, ce sont ces gens-là. C'étaient des guerriers, déjà en Espagne. Ils disaient qu'ils fabriquaient de la fausse monnaie, c'était des guerriers. Bon, ils constituaient une sorte de république, ils faisaient ce qu'ils voulaient en Espagne. Mais une fois au Maroc, ils vont garder les mêmes coutumes. La première des choses qu'ils vont faire, c'est tout simplement armer des navires, parce qu'ils sont venus, ils se sont installés au Maroc en gardant leurs biens. Ils vont armer des navires en course et ils vont courir sur les navires espagnols. Ils règlent leur compte. Bien sûr. Les navires espagnols qui vont en Amérique du Sud, c'est ça? Alors, contrairement à l'idée reçue, une petite mise au point qui me paraît importante, c'est que on s'attaque pas aux gros navires, aux galions d'Espagne qui revenaient chargés d'or et d'argent de l'Amérique latine ou des Indes. On peut pas. Parce que ces galions avaient des convois très très importants. Le corsaire s'attaque à des navires solitaires, des navires de commerce, oui, mais pas aux galions chargés d'or qui venaient d'Amérique latine. Alors, donc ces hornacheros, évidemment, comme j'ai dit, ils s'attaquaient aux navires d'abord espagnols. Dans un premier temps, ils s'attaquaient à ce qu'on appelle le littoral andalou qu'ils connaissaient par cœur parce qu'ils sont espagnols. Et les sources de l'époque, en l'occurrence, une source très très importante qui a été publiée en 1635 dans un premier temps et ensuite elle a été rééditée, c'est l'histoire de la barbarie et de ses corsaires, d'un franciscain français qui s'appelle Pierre d'An. Il nous décrit d'une manière, je dirais, extraordinaire, le mode opératoire de ces corsaires de Salé. Il disait qu'ils s'attaquaient aux villages dont ils étaient originaires, des villages andalous. Ils connaissaient les rues, l'église où elles se trouvent, leurs ennemis d'hier. Donc, ils s'attaquaient à leur village d'origine. Donc leur entrepreneuriat ne s'arrêtait pas à attaquer les navires isolés, mais également faire des débarquements sur les terres. Voilà ce qu'on appelle les razzias ou la petite guerre de course. Elle a commencé comme ça. Donc on s'attaquait d'abord au rivage. Et il y a Cervantes qui lui aussi, il nous a laissé une description extraordinaire, dont la fameuse laveuse de vaisselle, il racontait comment les habitants de Sahara, c'est un village, une petite ville Sahara de Los Atunes, effectivement, il nous a laissé une description très extraordinaire. jolie d'ailleurs, si vous... Donc il disait que les gens ne pouvaient plus dormir dans leur maison. Ils se concentraient la nuit dans des endroits spécifiques pour dormir parce que ces endroits-là avaient des yeux que eux n'avaient pas. Et le lendemain matin, une fois le jour levé, ils retournaient chez eux parce qu'il y avait cette peur bleue, pas seulement des corsaires marocains, mais à l'époque il y avait aussi ceux d'Alger, et puis ceux de Tunis et de Tripoli. Donc il y avait une peur. Et c'est Cervantes, dans ce même texte, qui disait plus d'un a vu le soleil se coucher en Espagne et se lever à Tétouan, parce que les opérations s'opéraient la nuit, donc on rasit tout le monde, on les rapatrie à Tétouan, où les populations espagnoles étaient vendues au marché public. Cervantes a été victime Oui. Cervantes a été victime il a vécu la captivité. D'un enlèvement, voilà. Oui, par les Algérois, par les corsaires d'Alger. Donc c'est quelque chose de très courant à l'époque. De très courant, et il savait ce qu'il racontait. Donc quand il parlait de ces corsaires qui opéraient la nuit, qui rasillaient les côtes espagnoles, donc il savait de quoi il parlait, parce que lui-même a été victime évidemment de ces déprédations corsaires. Alors l'idée c'est d'avoir des esclaves, c'est ça? C'est pas des esclaves, une autre mise au point très très importante. C'était pas des esclaves, c'était des captifs. Parce que le but du corsaire c'est quoi? C'est vendre le plus rapidement son captif et gagner l'argent, parce que lui il investit. Parce qu'une opération de course c'est un investissement. Et toute la population de Rabat contribuait à ces opérations pour armer les navires. Toute la population de Rabat, de Salé, elle
contribuait, elle investissait dans toutes les opérations corsaires. Donc pour eux, pour avoir leur argent, pour avoir des gains, pour avoir des bénéfices rapidement, il faut qu'ils vendent les captifs le plus rapidement possible, contrairement à l'idée reçue que les musulmans ne voulaient pas vendre leurs captifs qui passaient 30 ans en captif. Ça les intéressait pas du tout de garder le captif. Pour eux, c'est un investissement. Donc il faut quelquefois ils le vendent à bord du bateau, ils sont déjà vendus. Non, mais excusez-moi, ils sont vendus à qui? Ils sont vendus à leurs parents. C'est-à-dire, c'est une rançon. Oui, c'est une rançon, voilà. D'ailleurs, on parle de l'économie de la rançon, parce que l'économie des populations, des villes corsaires, se base sur l'économie de la rançon. Pour eux, un captif vaut de l'argent. Il vaudrait mieux le revendre le plus tôt possible. Parce que l'économie de la ville, elle tournait autour de cette économie de la rançon. On l'appelle le commerce des marchandises déprédées, que ce soit de vraies marchandises ou des hommes. C'était une marchandise. Et donc pour eux, un captif, ça valait de l'argent. Donc ils le secouaient pour qu'ils écrivent à leurs parents pour qu'ils envoient la rançon. Parce que c'était le nerf de la guerre, la rançon des captifs, qui dépend de plusieurs paramètres. Ça, c'est une autre. Il faut évaluer la richesse de la famille du captif. Justement, tout est étudié au peigne fin avant de donner un prix à la tête, je dirais, à la tête du captif en question. Donc on envoie des lettres en disant nous retenons votre fils, cousin, voilà. Donc lettre évidemment dans la langue du captif. Donc il y a une petite et on attend la réponse. Oui, mais la réponse à un moment il faut que l'argent arrive. Évidemment. Mais comment il arrive? Il y avait des réseaux qui s'étaient mis en place. Alors, qui sont les intermédiaires? Ça c'est une autre question. On trouve de tout. Il y a même les juifs qui faisaient de la rançon, des juifs marocains en connexion avec les juifs d'Espagne qui faisaient la rançon. Les pratiques marchandes étaient très très évoluées même à l'époque. Les juifs du Maroc payaient les rançons ici au Maroc et ils se faisaient rembourser par leurs parents en Espagne. Les chrétiens eux-mêmes faisaient de la rançon. Les marchands chrétiens, qu'ils soient français, espagnols ou portugais, eux aussi se mettaient dans ce commerce des hommes parce qu'il était rentable. Tout le monde sortait gagnant. D'accord. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les ordres religieux spécialisés dans ce type de revente ou de rachat ou de cette économie de la rançon. C'est les ordres religieux, les franciscains, ce qu'on appelle aussi les trinitaires, qu'ils soient français ou espagnols, qui étaient spécialisés dans le rachat ou la libération, ce qu'on appelle en espagnol rescate de los cautivos. Et dans les archives espagnoles, je ne vous raconte pas, françaises aussi, il y a énormément de documents par rapport aux opérations de transaction concernant ces différents captifs. Et ils sont par milliers. Oui, mais justement, il y a une logistique derrière ça. Il faut une prison, j'imagine. Pour les retenir, il faut... Il y a eu une évolution. Généralement, les captifs sont rachetés par des particuliers. À l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire la première moitié du XVIIe siècle, il y avait des particuliers qui rachetaient des captifs. C'était un investissement. Ils sont là le temps qu'arrive la rançon. D'accord? Par la suite, à l'époque du grand sultan Moulay Ismaïl, les choses vont changer. À partir de 1682. Il va décider de mettre tous les captifs, de racheter tous les captifs et de les emmener dans sa nouvelle capitale, qui est Meknès. Ça, c'était une bonne chose pour les captifs, surtout à l'heure de la négociation. C'était plus facile de négocier avec la personne du souverain qu'avec des propriétaires privés. Voilà, donc effectivement, il y a eu... Ismaël a centralisé le système. Justement, donc tous les captifs, on les concentrait à Salé, dans la nouvelle capitale Meknès, et donc la négociation, parce que pour le sultan Moulay Ismaïl, lui, il a racheté les captifs moyennant 250 écus pour chacun. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on vient négocier, on négocie avec le roi, avec le sultan, et le sultan, pour lui, le captif était devenu une arme de négociation avec l'Europe. Comment dire, c'était un moyen de pression lors de ces négociations avec l'Espagne, en l'occurrence quand on parle pour récupérer les présides, Toror, mais aussi avec la France. Parce que n'oublions pas, on parle de la course des corsaires marocains qui exerçaient leur déprédation contre les Européens chrétiens, mais il y avait l'opération inverse. Les Européens eux-mêmes exerçaient la guerre de course contre les Maghrébins. Et donc, le sultan Moulay Ismaïl essayait, évidemment, d'utiliser cette arme, qui est le captif chrétien, pour échanger les captifs marocains, voire maghrébins, parce qu'on a vu qu'il y a des sultans, comme Sidi Mohammed Ben Abdallah, qui n'a pas hésité à racheter tous les captifs maghrébins, pas seulement marocains, mais aussi maghrébins, algériens, tunisiens et tripolitains, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, le captif est devenu une arme diplomatique.
D'accord. que les sultans utilisaient évidemment pour récupérer leurs citoyens, leurs sujets plutôt. Vous nous avez expliqué au début du podcast que c'était des corsaires, donc ils avaient une lettre donc de Moulay Ismaïl, c'est bien ça? Juste, ça dépend des périodes. Voilà. Par exemple, pour la période qui nous concerne, ils avaient une lettre, Ijaza au Bara'a, de l'autorité de Rabat. N'oublions pas que Rabat, ou plutôt Salé le Neuf à l'époque, pour respecter le toponyme utilisé par les sources, ils avaient une intendance de la marine qui remettait une lettre aux corsaires. Ils ne pouvaient pas sortir sans avoir cette lettre-là. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils n'étaient pas pirates, mais qu'ils étaient corsaires. Et donc les sources de l'époque, elles sont claires là-dessus. C'est vrai que les Européens et les sources européennes les traitaient de pirates, mais il n'en est pas question parce que c'était des corsaires, parce qu'ils étaient détenteurs, et on a des copies de ces ijazat au bara'at. Puis ce qui est intéressant, c'est l'apparition du mirage, un mirage qui est Salé. Tous ceux qui veulent faire l'argent très rapidement se diriger à Salé. Et là, les exemples abondent. Je vous donne un exemple de grands corsaires, de grands raïs, ont quitté Alger et s'installent à Salé vers 1622. Parmi ces raïs, il y en a un qui est très connu, c'est le raïs Morat Rais. C'est un marin d'origine hollandaise, Jan Jans, qui s'est converti à l'islam à Alger. Il a été pris par les corsaires algérois, pas loin des Canaries. Il le rapatrie à Alger en 1618. Il est devenu un grand raïs, un capitaine de navire. Il a entendu parler de Salé, donc il prend la route de Salé vers 1622. Il s'installe. Très rapidement, il devient amiral de la flotte. Parce que c'était un grand marin qui avait une technicité supérieure aux locaux. Et donc, facilement, il a été nommé dans tous les grands postes. C'est lui qui est arrivé jusqu'en Islande? C'est lui, c'est bien lui. C'est notre homme. Donc, c'est lui qui a pu mettre en place l'opération contre Reykjavik en juin-juillet 1627. Mais il n'était pas seul. Parce que là, une autre mise au point s'impose. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on croyait qu'il y avait une seule expédition qui a été dirigée contre l'Islande. Et là, récemment, il y a eu un livre qui a été publié, tout à fait intéressant. C'est un livre qui publie une relation de voyage d'une victime de ce raid de l'Islande de Reykjavik, qui est Olafur. Olafur, c'est un pasteur qui vivait tranquillement sur son île islandaise, à des milliers de kilomètres de Salé et d'Alger. Donc il y a eu deux opérations. Une est partie d'Alger et l'autre de Salé, dirigée par notre homme Morat Rais. Ils pillent la ville, pas la ville, l'île. Ils ont contourné, ils sont partis à Grindavik, au nord-est de l'Islande, et ensuite ils sont passés à Reykjavik, où ils ont capturé 400 personnes, parmi lesquelles se trouve notre homme Olafur, qui était un pasteur dans une église. On rafle tout le monde et on prend la route vers Salé et Alger. Olafur part à Alger, donc il s'est fait capturer, il est parti à Alger. Une fois installé à Alger, au bout d'une semaine, on revient à cette économie de la rançon, il faut rançonner le plus rapidement possible les captifs, on lui demande de repartir en Islande et en Europe pour récupérer l'argent. Donc il passe juste une semaine à Alger, on lui demande d'aller récupérer la rançon. C'est ce qu'il a fait. Donc, au bout d'un long voyage, il écrit cette relation. Donc, il va évidemment ramener l'argent, il va rançonner les Islandais. Beaucoup d'entre eux sont morts, parmi lesquels sa femme. Et donc, une fois qu'il est rentré en Islande, il a écrit une relation de sa captivité, de la captivité des Islandais. Mais malheureusement, il l'avait écrite en islandais, que personne ne lit, sauf les Islandais, évidemment. Quelques années plus tard, cette relation qui raconte la captivité à Alger, elle a été traduite en danois. Donc, c'est pire encore. Donc, il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que cette relation de voyage qui raconte exactement et précisément l'aventure de captivité en terre maghrébine soit publiée et traduite en anglais. Donc, on a la relation de voyage, on peut la lire, elle a été traduite en anglais, et qui raconte les détails de ce double raid contre l'Islande. C'était pas un raid, c'était un double raid de Salé et d'Alger. Mais il était concerté? On ne sait pas, parce qu'il y a eu un décalage de 2 mois entre le raid de Salé et le raid d'Alger. Mais ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, vers 1627, c'est-à-dire à la veille de l'indépendance de Salé, de toute tutelle marzanienne, juste après ce raid-là, Salé, le Neuf, va s'ériger en diwan. Les sources européennes parlent de république de Salé. Enfin, il n'y avait pas de république encore à l'époque, 1600. Non, elle dépendait de l'autorité de l'époque, de Moulay Zidane. Non, je parle de la forme d'État, une république, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot aussi. Non, je parle de diwan Salah, avec son qaïd, qui était andalou,
ou Hornacheros. À l'époque, il était Hornacheros. Et par la suite, donc il y a un gouverneur entouré d'un diwan composé de 16 membres et qui était réélu tous les 2 ans. Une société démocratique se met en place, une sorte de thalassocratie à l'italienne. Une ville qui va vivre désormais de la mer. C'est quelle année ? Ça, c'est 1627. Juste après le retour du raid de l'Islande, qui va donner une renommée extraordinaire à notre homme, Morad Reis. Les corsaires de Salé donnaient la nausée à tout l'Occident. C'est pour dire que la peur était collective en Occident. On avait une peur bleue des corsaires de Salé, bien sûr d'Alger et Tunis, mais surtout Salé parce que c'est le seul port maghrébin qui donnait sur cet Atlantique. Le nouvel Eldorado de l'économie de l'époque. Donc c'est le jeune Atlantique, c'est plus la Méditerranée. La Méditerranée est en quelque sorte désertée en faveur de ce jeune Atlantique où les routes commerciales trouvent de nouveaux réseaux et de nouvelles terres, les Amériques, les Indes, etc. Et donc le terrain de chasse des Salétains, c'était la Méditerranée Atlantique, c'est-à-dire toute cette partie à l'ouest du détroit de Gibraltar, mais qui allait le terrain classique entre les Canaries, Cap-Vert, Golfe de Gascogne et les Açores. Ça, c'était le terrain classique. Mais on a vu, à la veille de l'indépendance de Salé, le terrain de chasse s'est élargi d'une manière extraordinaire. Est-ce qu'on peut rester un peu sur leur technique ? Ils avaient quoi comme type de bateau ? C'était des grands bateaux, des petits bateaux ? Est-ce qu'il y avait des canons, par exemple ? Pour ce type d'opération, on utilisait des petits navires très très légers. Parce que, comme vous le savez, quand on est corsaire, il faut être rapide pour évidemment fuir les navires européens qui étaient à leur chasse, mais surtout, il faut être rapide pour attaquer les cibles. Pour ce type d'opération, je dirais course classique qui s'opérait entre ces 4 repères, on opérait via ce type de navire. Mais pour les opérations comme l'Islande, les opérations ciblées dont le nord, on attaquait les côtes irlandaises. Il faut savoir que le Cap Lizard, c'est au sud-ouest de l'Angleterre. Il a été éteint de peur que les corsaires salétains arrivent au canal de la Manche. C'est pour vous dire la peur qui s'était installée dans les mentalités des marins de l'époque. Je vous donne un exemple très simple, un autre exemple. Au début, j'ai pas la date exacte, mais on a intercepté des corsaires de Salé dans la Tamise. Une 30aine de corsaires. Dans la Tamise, ils ont été pendus. En Angleterre. En Angleterre. À Londres, effectivement. Donc, il y a eu des razzias vraiment très très lointaines. Je parle pas des côtes portugaises et espagnoles parce que c'était à côté, mais sur les côtes françaises. D'ailleurs, il y avait une prière dans le diocèse de Coutances, c'est en Basse-Normandie, qui disait « Dieu, sauvez-nous des Salétains ». C'est pour vous dire que la réputation des corsaires salétains était là, bien installée dans l'environnement marin. Les côtes à Baltimore, les îles Cornouailles, il paraît que... On parle d'un Baltimore anglais, hein, soyons clairs. Oui, bien sûr. Il y a eu des opérations mixtes entre Salétains et Algérois. Main dans la main, ils partaient à la conquête à leur façon de l'Atlantique. Ils sont arrivés jusqu'aux îles Féroé et jusqu'aux côtes de Terre-Neuve. Donc le moment le plus intense de cette guerre de course, on le situe donc vers 1620, c'est ça ? Entre 1616 jusqu'à 1640. D'accord, donc Mais la course continue. Même si on parle plus de République ou de Diwan Salah, la course continuera, même avec l'installation du pouvoir politique alaouite qui, lui, va évidemment utiliser cette course-là à des fins politiques et diplomatiques, comme on a vu tout à l'heure. Moi, j'ai une question concrète. Alors, j'imagine maintenant qu'on a une idée sur l'intensité et le volume de ces opérations. J'imagine qu'il a généré une sorte d'industrie, donc on fabriquait des bateaux, donc il y avait un chantier naval. Oui, la rentabilité des actions corsaires, elle est présente, elle est évidemment citée par toutes les sources qui ont approché ce sujet. J'ai recensé, d'après les chiffres et les sources que j'ai utilisées, les archives, en l'occurrence étrangères, qu'il y avait 4000 hommes qui étaient mobilisés pour la guerre de course. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le fond de cette population maritime était, on a vu que c'était des Salétains. Mais il n'y avait pas que les Salétains. Il y avait les étrangers, ce qu'on appelle les islamisés, les renégats, les apostasiés. Ils ont parce que la rentabilité était assurée et donc ça permettait aux marins du Nord qui ont fui la guerre en Europe, ils viennent s'installer sous le ciel salétain et se faisaient beaucoup d'argent. Et ça leur assurait aussi une certaine ascension sociale. On a vu le cas de Jan Jans, Moratres, mais il y en a d'autres, des dizaines. Citez-nous quelques autres. Jan Jans était entouré par 16 flamands, desquels il y avait ce Van Bostan Osterlich. C'était tous des flamands et des néerlandais qui se sont installés au Maroc. Certains
ont embrassé la foi musulmane, mais ils étaient pas obligés. Il y a un autre commerçant très connu au début du XVIIIe siècle. Il est d'origine française. C'était un Cévenol. Il était des Cévennes, un huguenot, un commerçant qui se convertit à l'islam. Il prend le nom de Abd el-Hadi et il sera nommé gouverneur de Rabat vers 1711. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont installés au Maroc, leur ascension sociale, elle est assurée à tous les niveaux. Il y en a des dizaines et des dizaines de marins européens qui viennent faire fortune. Il y avait beaucoup d'Espagnols au Maroc, d'Espagnols, de Portugais, mais beaucoup de Hollandais. Des Français, on vient de le voir. Même il y avait même un certain Jaffar qui était anglais. Donc on avait pratiquement toute l'Europe qui était présente à Rabat. Autre population qui a contribué à l'ascension de la course, il y avait les Maghrébins, les autres Maghrébins. On trouve des Algérois, on trouve des Tripolitains, des Tunisiens et des Turcs qui viennent s'installer à Salé. Et on a leur nom, Yahya Trablsi, par exemple, Mohamed Torkelli. On a pu retrouver leur nom parce que certains corsaires salétains ont été pris, interceptés par les corsaires français. Par exemple, c'est le cas de l'opération de 1681. Ils ont été pris par le fameux corsaire dunkerquois, Jean Bart, et ils ont dressé la liste des marins qui étaient à bord du corsaire capturé en arabe. Et donc, on a retrouvé la liste de ces marins, de ces corsaires de Salé. Et donc, on a pu, évidemment, retrouver les origines de ces marins-là. Donc, on a les Maghrébins, les Turcs, les Européens, et puis n'oublions pas les Marocains de l'intérieur. N'oublions pas, on parle de guerre civile, d'effritement politique, le Maroc se déglingue, donc les gens qui vivent, les ruraux, viennent sur la côte. Une population du Maroc profond, on retrouve, j'ai retrouvé à Salé des marins qui viennent de Massa, de l'Atlas, du Rif, à Rabat avec leur nom, prénom, etc. Donc, les gens de l'intérieur viennent trouver un emploi dans un Maroc instable à l'époque. Et le fait d'être, si j'ose dire, logé, nourri sur un bateau, pour eux, c'est déjà très bien. On a parlé du fameux corsaire d'origine néerlandaise, Morat al-Rais. On va parler d'un autre. Qui était, racontez-nous, Abdullah Ben Aïcha. Alors, ce qui est intéressant avec le parcours de Abdullah Ben Aïcha, c'est que Abdullah Ben Aïcha, c'était un corsaire marocain. Alors, force est de constater que tout au long du XVIIe siècle, on a assisté à une certaine maritimisation des populations marocaines. Progressivement, on retrouve sur les bateaux marocains beaucoup plus de Marocains que d'étrangers ou de Morisques. Parmi ces corsaires-là, on retrouve aussi des raïs, des officiers de la marine qui sont d'origine marocaine. Parmi ces corsaires-là, on retrouve évidemment le raïs Abdullah Ben Aïcha, connu aujourd'hui par Safir Ben Aïcha. C'est vrai qu'à un certain moment de son histoire, il a été promu au rang d'ambassadeur extraordinaire du Maroc à la cour de Versailles, à la fin vers 1698-99. Mais Ben Aïcha était essentiellement un corsaire, c'était un grand raïs. C'était l'amiral, il a été nommé par le sultan Moulay Ismaïl, amiral de la flotte à Salé, et à un certain moment de son histoire, il a été choisi pour dépêcher une ambassade à la cour de Versailles, à l'époque de Louis XIV. D'ailleurs, il nous a laissé des écrits extraordinaires en parlant, décrivant la cour de Versailles, Louis XIV, le palais lui-même et la cour versaillaise. Donc, pour être très clair, parce que c'est quand même extraordinaire, ce Abdullah Ben Aïcha commence sa carrière comme un corsaire. Comme marin corsaire, oui. Attaquer les bateaux au large des côtes. Et sera promu à un certain moment de sa vie. Et termine à discuter avec Louis XIV. Oui, il ne termine pas. C'est une étape de son histoire. Parce qu'il va aller plus loin. Justement, d'après les sources qu'on connaissait jusqu'à il y a pas longtemps, il va rentrer au Maroc. Il dédiera sa vie au commerce. Donc, il sera commerçant. Il s'occupera aussi du rachat des esclaves. Il travaille aussi comme intermédiaire pour le rachat des captifs, plutôt. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ce grand corsaire converti en ambassadeur, et puis par la suite en commerçant et en intermédiaire, va à un certain moment, à la fin de sa vie, il va revenir à la mer. Il était très sensible à la chose maritime, et dont les archives hollandaises... Il nous fait une rechute, quoi. Justement. L'amour de la mer était là, donc il lui est retombé sur la tête, et dans les archives hollandaises, ce qui est intéressant, les archives de Den Haag, La Haye, on retrouve un dossier entier sur une opération qu'il a dirigée vers 1711. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce dossier-là? C'est que Abdullah Ben Aïcha a décidé de reprendre la mer,
vers 1711, en compagnie de son frère et de son fils, parce qu'on partait en famille en mer. Pourquoi il est resté? Pourquoi les archives nous ont laissé des traces? Parce qu'il va se faire capturer sur les côtes portugaises par des pirates hollandais. Ils sont capturés par les pirates hollandais qui les mettent en prison au Portugal, à Lisbonne plus exactement. Et là, il y a tout un appareil de négociation, de diplomatie qui va se mettre en place, dirigé par le sultan Moulay Ismaïl, pour qu'il libère son raïs. Il arrive à le libérer, ainsi que sa famille. Il rentre à Rabat pour mourir quelques mois plus tard. Il est mort et son navire est resté à Lisbonne. Est-ce qu'il y a d'autres noms à retenir de pirates marocains comme ça? Enfin, de corsaires. J'insiste, c'est des corsaires. Raison, oui. Donc, ils sont nombreux. Il y a le Qortoui, il y a M'iz. Ils sont très nombreux. Et comme j'ai dit, les officiers, cette catégorie des marins, c'est-à-dire plus élevée, la mestrance, qu'on appelle ce qui relève de la mestrance, on retrouve beaucoup plus de Marocains que d'étrangers, contrairement à ce qui se passait au début du siècle. Par rapport à cette histoire de captifs marocains en Europe ou de Européens au Maroc qui ont été à un moment centralisés par Moulay Ismaïl, on parle de quel volume? Alors, juste pour vous donner un exemple très simple. On parle beaucoup de captifs européens en Afrique du Nord ou au Maghreb. On oublie souvent ceux qui végétaient dans les bagnes européennes. Dans des conditions parfois... déplorables. À Livourne, qui était un grand port, à Gênes, à Marseille. Dont les noms sont inscrits dans leurs archives. Justement, c'est ce qui nous a aidé à retrouver les traces de nos corsaires à nous, parce que de nombreux d'entre eux, ils ont été enchaînés et emmenés sur les bords des galères. Donc ils ramaient sur les navires, par exemple de Louis XIV. Rien que dans les archives de Toulon, il y a un rôle de 8000 esclaves turcs. Par turcs, on entend évidemment pour l'époque musulmans, qui sont enregistrés dans les archives de Toulon. Par nom, prénom, caractéristiques physiques, mort à l'hôpital de Marseille, rentré chez lui, libéré. On a... Nez coupé. Oui, évidemment. Coupé. Justement, donc, toutes les caractéristiques physiques figurent évidemment dans ce type de document. Donc, c'est une source très, très importante pour les historiens maghrébins pour écrire l'histoire de ces gens qui n'ont pas de voix, parce qu'il faut le dire, c'est grâce aux archives qu'on arrive à récupérer quelques bribes de cette histoire, parce que sinon, dans les archives marocaines, très peu de choses. On sait quand même que, par exemple, Moulay Ismaïl avait essayé de négocier ses captifs contre, par exemple, Les captifs, par exemple, comme j'ai dit, donc le sultan Moulay Ismaïl utilisait les captifs comme une arme diplomatique, notamment pour récupérer Ceuta. C'est ça, voilà. Et pour récupérer la bibliothèque de Moulay Zidane. N'oublions pas que le Maroc, quand il a récupéré l'Arèche, je crois le 9 novembre 1689, il a envoyé un émissaire, un ambassadeur, à la cour madrilène pour négocier le retour de la bibliothèque de Moulay Zidane. C'est 4000 documents. Et il a proposé les captifs européens. Justement, contre les captifs, pas tous les captifs espagnols, seulement les 100 officiers espagnols. Ils étaient 100. Il a négocié avec les Espagnols pour évidemment la libération des 100 officiers espagnols, c'est-à-dire un officier espagnol contre 10 captifs marocains. C'est pour vous dire aussi que de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait des milliers de captifs maghrébins qui gémissaient dans les prisons et sur les galères européennes. Donc l'opération s'est réalisée comme ça? Oui, ça. Donc il y a eu un échange de 100... Un échange. Et d'ailleurs, les Espagnols n'ont pas trouvé assez de captifs. Ils sont allés les chercher en France et en Hollande et dans les autres ports européens. Pour avoir le bon change. Justement. 1 pour 10. Les corsaires de Salé ont pu bénéficier du savoir-faire d'un port qui était juste à côté, c'est le port de L'Mamora. On l'oublie souvent. Le port de L'Mamora, entre 1610 et 1614, sera un nid de pirates cette fois-ci. Et leur leader était un Anglais. C'est pourquoi je parle de pirates, parce que la population qui travaillait dans un des métiers les plus anciens au monde, c'était une population anglo-saxonne, essentiellement. Il y avait très peu de Turcs, par Turcs à l'époque, on dit musulmans. C'était surtout une population anglo-saxonne. Il y avait jusqu'à 3000 personnes qui vivaient à L'Mamora, exclusivement de la piraterie. Leur leader était un pirate anglais, Henry Mainwaring, d'ailleurs qui a laissé ses mémoires. Il a écrit ses mémoires une fois qu'il est entré dans les bonnes grâces de la reine d'Angleterre. C'était un noble anglais qui a voulu tenter l'aventure. Il s'est installé à L'Mamora
Qanitra aujourd'hui, le Mehdiya. Et il y a des sources qui décrivent exactement le type d'activité à laquelle il s'adonnait, donc la piraterie et le commerce. On retrouve beaucoup de commerçants livournais qui venaient faire des affaires, évidemment racheter les marchandises des prédés. Donc une fois que le port de Marmora, où ces pirates-là se sont installés pendant 4 ans, mais en 1614, les Espagnols vont intercepter, vont conquérir ce port. C'était un mois d'août, les pirates étaient partis en chasse dans l'Atlantique. Quand ils retournent chez eux, le port est pris par les Espagnols, donc ils se rabattent sur le port le plus proche, qui est celui de Salé. Ils s'installent tranquillement. Cette population-là s'installe à Salé et donne un renouveau et contribue à la renaissance de cette activité de la course à Salé. Alors les pirates ou les corsaires ou les flibustiers ou les boucaniers ou tout ce que vous voulez sont quand même générateurs d'images très fortes dans notre inconscient, formés ou forgés par les fictions, par les dessins animés, enfin bref, y compris même en termes d'utopie, parce qu'on parle utopie pirate. Utopie pirate, on parle Wilson Lamborn, d'un mode de division des butins qui était très égalitaire avec le double, pas plus du double entre le dernier et le premier salaire, c'est ça? Effectivement. Donc, qu'en était-il des nôtres? Voilà. Est-ce qu'on est dans cette imagerie-là ou on est dans un autre monde? Alors, il faut savoir une chose. Un des plus grands écrivains du XVIIIe siècle parlait de Salé et de cette fameuse république de Salé. C'est devenu une image que d'autres pirates de par le monde vont s'approprier. C'est devenu un modèle à suivre. Et d'ailleurs, c'est lui qui parle dans son second volume de Histoire de la piraterie, de cette île, de cette république qu'il va appeler Libertalia, qui s'est inspirée du modèle salétain. Salé devient un modèle à suivre dans toutes les entités pirates du monde, desquelles Libertalia qui s'est installée à Madagascar. Donc il suffit de revenir sur ce livre de Daniel Defoe pour voir comment cette thalassocratie salétine a inspiré d'autres modèles de pirates dans le monde, parce que c'était pour eux une société égalitaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour investir, quand ils investissaient dans les bateaux, chacun investissait, même des petites gens pouvaient investir dans les bateaux corsaires. Et donc, les répartitions des prises étaient aussi égalitaires. Donc, c'est devenu un modèle démocrate suivi dans d'autres entités pirates de par le monde. Et à chaque fois, d'ailleurs, il y a un jeu qui est paru il y a 2 ans, 3 ans sur Libertalia, cette fameuse entité pirate dont tout le monde rêvait. Salé a inspiré pas mal d'autres modèles de par le monde. Alors que reste-t-il de cet héritage aujourd'hui? Des noms de famille, une culture maritime? Dites-nous aujourd'hui cette image du corsaire Slaoui, le corsaire salétain qui a fait trembler l'Europe et le monde à l'époque, elle a du mal à trouver sa place aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que quand on voit ce qui reste aujourd'hui de cette période d'or de la course, de cette image du corsaire, il reste pas grand-chose à part les fonds d'or et cette Qsba des Oudaya qui était le siège de la République du Diwan Salah, c'était la Qsba des Oudaya. On retrouve évidemment la Médina de Rabat, qui va abriter toute cette population andalouse qui va s'installer plus tard. Donc l'Aqsba, c'était le siège des Hornacheros. La Médina des Andalous, elle sera construite par les Andalous, ceux qui seront chassés plus tard, les 10 000. Ils vont construire la nouvelle ville de Rabat. Ils vont élever la muraille qu'on appelle aujourd'hui la muraille des Andalous. Des noms de famille, non? Il reste des noms de famille. Oui, effectivement, parce que comme c'est des familles andalouses, donc les noms de famille, évidemment, ils sont écorchés, mais ils sont toujours là. Les Vargas, Bargesh, les Pelafres, les Torres, ils sont toujours là. Les Molina, Moulin, Carrasco, tout ça, c'est des familles, c'est des grands noms de la guerre de course et qui sont toujours maintenus aujourd'hui encore. Le souhait, évidemment, étant que cette histoire-là soit évidemment valorisée, soit tout simplement connue, déjà pour commencer. Évidemment, il y a un festival qui s'appelle Qarasena, qui a été mis en place, je crois, il y a une dizaine d'années, qui est en train de faire des choses intéressantes, mais il faudrait réfléchir à la mise en place d'expositions permanentes sur nos ancêtres corsaires. Un musée maritime dédié à cette période faste de notre histoire. Merci Leïla Mziane. Je rappelle que vous êtes enseignante à la faculté des lettres de Bimsik. Merci beaucoup pour votre intervention et à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire où on apprend beaucoup de choses en très peu de temps. Profitez-en.
podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.